récemment abordé la bataille d'Okahazama, Tokehazama no Tatakai, un moment vraiment décisif de l'histoire du Japon féodal. Oui, tout à fait. Et au cœur de cet événement, on trouve une figure assez complexe, Imagawa Yoshimoto. On a déjà un peu esquissé son parcours. C'est vrai. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur un aspect peut-être plus symbolique, mais très révélateur, je trouve, les blasons. Les kamones de sa famille, la famille Imagawa, Imagawake. Ah oui, les blasons. Et d'ailleurs, une chose qui m'intrigue toujours un peu quand on voit des représentations de Yoshimoto, que ce soit dans les films ou même les jeux vidéo, Oui, c'est qu'on le voit souvent associé à deux blasons différents. Pourquoi ça, en fait? Pourquoi cette dualité? eh bien, c'est une très bonne question. Et c'est même, je dirais, un point essentiel pour comprendre non seulement la famille Imagawa, mais aussi Yoshimoto lui-même. D'accord. Pour saisir ça, il faut remonter un peu, aux origines de la lignée. Des origines plutôt prestigieuses d'ailleurs, hein. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ça nous ramène à l'époque Kamakura, à un certain Ashikaga Nagauji. Il était le frère du shogun de l'époque, Ashikaga Yasuji. D'accord. Donc un lien direct avec le shogunat. Exactement, mais, petit détail important, sa mère était une concubine, ce qui fait qu'il ne pouvait pas hériter de la branche principale des Ashikaga. Ah, je vois. Une branche cadette, en quelque sorte. C'est ça. Et c'est de cette branche que sont issues deux familles importantes. D'abord les Kira, Kirake, et puis celle qui nous intéresse aujourd'hui, les Imagawa, Imagawake. D'accord. Kira et Imagawa, issus des Ashikaga, mais par une branche secondaire. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que sous le shogunat suivant, celui des Ashikaga à Muromachi, les Imagawa avaient un statut très spécial. Un. Lequel? Ils étaient reconnus comme Ishimon, c'est-à-dire membres de la famille shogunale élargie. Il y avait même un ordre de succession théorique qui était défini. Ashikaga en premier, bien sûr, Logique. puis les Kira, et enfin les Imagawa, si jamais les deux lignées précédentes venaient à s'éteindre. Incroyable. Donc ils avaient un potentiel, même lointain, d'accéder au shogunat. Un prestige énorme, j'imagine. Exactement. Une connexion directe au pouvoir suprême, et ça nous amène tout naturellement au premier blason. Le fameux Ashikaga Nihikiryo. Ashikaga Nikiryo, c'est ça. C'est deux barres parallèles. Précisément, c'était l'emblème des shoguns Ashikaga eux-mêmes. Et donc, les Imagawa, en tant que branche apparentée, Avaient le droit de l'utiliser. Tout à fait. d'accord. Et on imagine bien que pour Yoshimoto, qui était en pleine ascension pendant cette période très troublée des royaumes combattants, arborer ce Nikiryo, que ce soit sur ses bannières ou ses armures, Oui. c'était une façon très claire d'affirmer son appartenance à cette lignée illustre, une manière de revendiquer une légitimité quasi shogunale en quelque sorte. Je comprends. C'est le blason du prestige, de l'héritage familial lié au pouvoir suprême. Très clair. Voilà pour le premier. Mais alors, comment on explique l'autre, celui qu'on appelle Akatorimon, le blason à l'oiseau rouge? D'où sort celui-là? Ah, alors l'histoire de celui-ci, elle est assez fascinante. Elle est liée au fondateur de la puissance des Imagawa, un ancêtre nommé Imagawa Norikuni. D'accord. Racontez-nous. Eh bien, la légende raconte qu'en 1337, alors qu'il se trouvait au sanctuaire Asama à Sunpu, c'est l'actuel Shizuoka, il aurait reçu un oracle divin. Un oracle? D'accord. Oui. Et cet oracle lui aurait dit, en substance, combattez aux côtés de l'oiseau rouge, Akatori. L'oiseau rouge. Une créature mythique? Un présage? C'est là que ça devient amusant. Il y a sans doute eu un jeu de mots. Parce qu'à cette époque, les troupes de Norikuni utilisaient comme signe distinctif un kassafu, un petit objet, Oui. appelé Akatori. Mais en fait, cet Akatori-là, c'était tout simplement un outil pour étriller les chevaux, pour enlever la saleté et les impuretés de leur crinière. Vous voulez dire un simple outil de pansage? Exactement. Donc l'oracle aurait joué sur l'homophonie. L'outil Akatori devenant l'oiseau rouge Akatori de la prophétie. Malin, non? Ah oui, c'est très astucieux. Transformer un outil du quotidien en symbole divin grâce à un oracle. Fallait y penser. Tout à fait. Et ce blason, l'Akatorimon, est donc devenu un symbole lié à une intervention divine et au succès militaire du fondateur, Norikuni. Et Yoshimoto alors, comment il a utilisé ce deuxième blason, qui est plus lié à l'histoire propre de sa famille et à cet oracle? Eh bien, il l'a adopté non seulement comme un blason familial, disons, alternatif, mais il en a fait surtout son étendard personnel,
son Umajurushi. Son emblème personnel sur le champ de bataille. C'est ça. En hissant l'Akatorimon, il se plaçait en quelque sorte sous la protection divine invoquée par son ancêtre. Il rappelait les succès fondateurs de sa lignée. C'était peut-être une façon pour lui de chercher une légitimité un peu différente, complémentaire à celle qu'il héritait des Ashikaga. C'est fascinant, parce que ça veut dire que ces deux kamon ne sont pas juste décoratifs ou symboliques au sens large. Non, pas du tout. Le Ashikaga ni Kiryo et l'Akatorimon ensemble, ils racontent vraiment quelque chose. Ils incarnent à la fois les ambitions, l'héritage culturel immense, mais aussi sans doute la stratégie d'image, de représentation de soi d'Imagawa Yoshimoto. Surtout à cette époque de chaos permanent. C'est une excellente synthèse. D'un côté, on a le poids de la lignée shogunale, le prestige hérité avec le Nikiryo, Oui, et de l'autre, on a la faveur divine, l'histoire propre des Imagawa, les succès du fondateur, incarnés par l'Akatorimon. et on peut se demander comment ses contemporains, ses rivaux, percevaient cette double symbolique. Est-ce que c'était un signe de force, puisant à deux sources distinctes de légitimité, ou peut-être une forme d'indécision, de dualité interne? Oui, cette dualité symbolique, elle reflète peut-être bien la complexité du personnage de Yoshimoto lui-même, finalement. C'est possible. Peut-être qu'il était pris entre cet héritage prestigieux, presque écrasant des Ashikaga, et en même temps ce besoin de prouver sa propre valeur, de construire sa propre légende. En s'appuyant sur cette connexion divine et les exploits passés de sa famille, symbolisés par la Katori. Exactement. C'est une belle piste de réflexion, je trouve. La manière dont les symboles, qu'ils soient hérités ou choisis, peuvent vraiment encapsuler toute la tension entre le passé d'une lignée et ses ambitions présentes. Ça donne à réfléchir sur la puissance narrative des emblèmes, même des siècles plus tard. Tout à fait. De quoi méditer un peu sur ce que ces simples images pouvaient représenter pour ces hommes et ces femmes du Japon féodal.